Bonjour à tous et toutes. Donc c'est ça, moi c'est Nativité. Je travaille pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. C'est un organisme à but non lucratif qui est basé à Montréal. On a un mandat qui est provincial, puis on travaille essentiellement sur les enjeux d'extrémisme violent avec un accent particulier sur la radicalisation, les actes à caractère haineux et aussi la violence armée. Donc vous me direz, mais c'est quoi le rapport avec, avec la choucroute d'aujourd'hui? Ben, tout simplement, les questions de polarisation sociale qu'on retrouve dans les processus d'adhésion à des idéologies extrêmes et violentes. Ça peut être des questions qu'on retrouve aussi au niveau des questions et du phénomène sectaire. C'est pour ça qu'on a des conviés aujourd'hui pour vous parler un peu plus de notre travail, puis surtout des constats qu'on a eus dans les dernières années par rapport aux théories du complot, qui sont un vecteur assez important en termes de polarisation sociale et d'extrémisme idéologique. L'objectif de la présentation, ça va être de dresser un petit portrait des besoins qui ont été constatés par le centre en lien avec l'adhésion aux théories du complot en tout genre. Je vais vous parler un petit peu des constats qu'on a tirés dans les dernières années grâce à notre groupe de soutien pour les personnes qui avaient des proches qui adhèrent aux théories du complot. Puis finalement, identifier un petit peu ensemble quels ont été les enjeux et ou les pistes de solutions qui seraient à mettre en place pour pouvoir permettre aux initiatives de soutien justement face aux théories du complot de perdurer dans le temps. Un petit retour bref sur les théories du complot, puis sur l'approche du CPRMV en particulier par rapport aux théories du complot. On définit ça au CPRMV comme étant toute théorie qui est non scientifique et qui va attribuer et expliquer les causes d'un événement ou d'un fait historique à l'existence d'un complot qui est dissimulé et qui aurait une intention malveillante derrière de ça, donc avec un intérêt de venir contrôler la population, voire même contrôler le monde entier. C'est vraiment cette idée qu'il y a un complot qui est caché, malsain et avec une intention bien précise et volontaire. Quelques exemples de théories du complot qui sont souvent ressortis auprès de nos usagers, usagères, c'est essentiellement voilà, la question du nouvel ordre mondial. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette idée qu'il y a des élites. On parle souvent des groupes Davos, Rothschild, pardon, pour la prononciation, que ces élites-là, mais en fait, elles contrôlent les gouvernements, les médias, le monde des finances, etc. Les théories du complot qui touchaient au vaccin et à la COVID-19, c'est surtout dans ce contexte-là qu'on a beaucoup entendu parler du conspirationnisme et des théories du complot, avec cette idée que le vaccin, c'était quelque chose de créé de toutes pièces pour contrôler la population, qu'avec les vaccins, il y avait des puces qui allaient être injectées pour contrôler le monde. Des théories du complot plus récemment par rapport aux feux de forêt, les feux de forêt au Canada, mais aussi en Californie, avec cette idée que ces feux de forêt auraient été provoqués par des tests de nouvelles armes donc militaires avec des lasers pour pouvoir justement petit à petit s'en aller vers une nouvelle forme de guerre mondiale. Et enfin, les théories du complot qui touchent à l'agenda woke, alors avec des guillemets, hein, parce on emprunte ici les termes qui sont utilisés dans les sphères complotistes. Donc cette idée que les mouvances féministes, LGBTQ+, antiracistes sont en fait ils répondent à un agenda politique pour venir, comment dire, pour venir influencer, corrompre la jeunesse, mettre un terme aux valeurs traditionnelles et familiales telles qu'elles sont et venir vraiment voilà endoctriner la population dans une perte d'identité. Donc ça, ce ne sont que quelques exemples de théories du complot qu'on observe, qui sont particulièrement présentes dans les discours des personnes que l'on accompagne au CPRMV. Mais bien évidemment, il y a toute autre forme de théorie du complot qui existe. Une petite nuance super importante qu'on prend toujours le temps de faire avec nos usagers, usagères aussi du service du CPRMV, c'est que le complot, en fait, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Il faut faire une distinction entre la notion d'esprit critique, de remettre en question et remettre en cause les narratifs publics et ce qui se passe dans notre société actuelle, versus le fait de faire preuve d'une méfiance exacerbée, d'être presque dans cette optique de paranoïa. Historiquement parlant, il y a eu des complots qui se sont avérés vrais, et peut-être qu'encore aujourd'hui, certains des complots qu'on vient d'énumérer, on ne le sait pas encore, mais vont s'avérer vrais dans un futur plus proche ou plus lointain. Donc notre but, c'est pas de venir justement cristalliser les questions, les enjeux autour de ces questions-là, mais c'est plus de dire à partir du moment où le complot prend une place centrale dans la vie de l'individu, à tel point que ça a un impact sur les relations avec les personnes qui gravitent autour de cette personne-là, là, ça devient un enjeu.
Pour ce qui est de l'adhésion aux théories du complot, nous, au CBRMV, on travaille beaucoup en termes de facteurs de vulnérabilité et facteurs de protection. Ces facteurs de vulnérabilité et de protection, on les retrouve beaucoup dans les parcours d'adhésion à des idéologies extrêmes et violentes, voire radicales. On les catégorise en 5 parties. Ça peut être des facteurs de vulnérabilité relationnelle, comme par exemple le fait de perdre le lien avec les membres de sa famille et de s'isoler, des facteurs personnels, par exemple une crise existentielle, de la difficulté à trouver sa place en société, socio-identitaires, pareil, un sentiment de malaise identitaire, psychologique, certaines personnes présentent des fragilités psychologiques, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous. Et enfin, externe. Et c'est vraiment dans ces facteurs externes, qu'on appelle aussi contextuels, qu'on va retrouver cette notion de théorie du complot. Tout ce qui se passe au niveau des discours publics, des médias, des dynamiques sociales, de l'accès à l'employabilité, tout ce qui est extérieur et en dehors du contrôle de l'individu, ça va avoir une influence sur son sentiment de justement de chercher des réponses faciles à tous les malheurs du quotidien. Et ces réponses faciles, ben, on a tendance, enfin, ces personnes-là ont tendance à aller les trouver dans certaines théories du complot. Quelque chose de très important sur ces facteurs de vulnérabilité, ce ne sont pas des cases à cocher. C'est pas parce qu'on a des personnes qui présentent ces facteurs de vulnérabilité qu'elles vont nécessairement s'engager dans les théories du complot ou dans une voie radicale. Ce qu'on remarque, c'est plutôt une relation inverse. Les personnes qui adhèrent aux théories du complot ou qui s'en vont dans une voie plus radicale ont tendance à afficher certains, voire nombreux de ces facteurs de vulnérabilité qui s'expriment à différentes échelles et à différents moments aussi. Oui, en fait, c'est pas une relation qui est dans les deux sens. C'est pas parce qu'on a des facteurs de vulnérabilité qu'on va forcément adhérer aux théories du complot. Par contre, les gens qui adhèrent aux théories du complot, ils ont tendance à afficher davantage de facteurs de vulnérabilité. Next. Fait que pour notre groupe de soutien, on l'appelle Donnons-nous la parole. C'est un moyen justement de donner la parole aux personnes qui avaient des proches qui adhéraient aux théories du complot. C'est un groupe qui a émergé en 2020 en plein contexte de pandémie puis de confinement. Dans le fond, nous, au CPRMV, on a un service d'accompagnement communautaire, c'est-à-dire que les gens font appel à nous, soit pour des personnes qui sont elles-mêmes en parcours de radicalisation, qui se considèrent à risque d'entrer dans un parcours de radicalisation, soit par des personnes qui gravitent autour de ces gens-là. Ça peut être des proches, des professionnels, des citoyens lambda qui ont observé certains comportements. Et donc, on accompagnait ces gens-là face aux questions d'extrémisme et de polarisation sociale. Puis pendant la pandémie, quelque chose qui revenait souvent dans les appels, c'était cette question de théorie du complot, puis de se dire, ben là, mon proche, il tient des propos de plus en plus extrêmes, puis on n'est plus capable de parler de rien à table. Dès qu'on s'assoit, ça part direct sur ce qui se passe avec la Banque centrale et les Juifs qui dominent le monde, ou les vaccins et la pandémie. On n'est plus capable de parler sans monter dans les tours et sans me faire sentir non plus comme une personne un petit peu imbécile, entre guillemets, qui ne s'informe pas, qui ne sait pas la vérité. Donc, face à ce constat, on a décidé de monter le groupe de soutien, qui était un groupe de soutien ouvert en ligne pour l'entièreté de la population québécoise, donc pour toute la province. Les gens se joignaient au groupe et ils partageaient leur expérience, leurs besoins, leurs ressentis par rapport à la relation avec les proches. À l'époque, on avait une approche qui était très centrée sur des thématiques et axée surtout sur les processus d'adhésion aux théories du complot des proches. C'est-à-dire qu'on allait identifier davantage les facteurs de vulnérabilité et de protection, mais aussi des thématiques comme le fait qu'ils aient un même discours pour tous. Donc, cette idée que dès l'instant qu'on n'a pas le même discours que le discours complotiste, c'est qu'on est ignorant, c'est qu'on ne se rend pas compte de la réalité, puis qu'on est un petit mouton qui suit la société. Il y avait la notion de nous contre eux, qui fait référence à cette vision de polarisation. Si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es nécessairement contre moi. Et enfin, encore une fois, la notion de ils sont tous pareils, donc le fait de faire rentrer les gens dans des cases. Là, je parle vraiment de cette vision de la personne qui adhère aux théories du complot avait tendance à afficher ces mécanismes-là envers les proches. Les proches étaient particulièrement confrontés face à ces dynamiques-là. Donc, on avait cette approche thématique dans les espaces de soutien. Ce qu'on remarquait au niveau des participants à l'époque, c'était majoritairement des femmes qui nous appelaient, et majoritairement des femmes qui nous appelaient pour des hommes. Donc, soit pour leurs conjoints, pour leurs enfants, pour un oncle, quelqu'un de plus éloigné dans la famille. C'est pas une vérité générale. On a quand même eu certains hommes ou des femmes qui appelaient pour des femmes aussi, mais de façon générale, majoritairement les femmes. C'était généralement des personnes qui étaient déjà des usagers ou des usagères des services de l'accompagnement du CPRMV.
Et c'était parfois des personnes qui avaient, elles aussi, des interrogations sur les narratifs publics. Une des questions qui ressortait très, très, très souvent quand on recevait les appels et des participants, au groupe de soutien, c'était: «Beh, je sais pas trop quoi en penser parce que moi aussi ça me fait un peu du sens. Moi aussi je remets en question, mais en même temps je le trouve vraiment extrême dans ses propos». Alors il y avait cette interrogation de se dire: «Mais est-ce que je suis vraiment à ma place d'aller à ce groupe de soutien? Est-ce que je suis pas en train de trahir mon proche?» Donc c'était des choses qui revenaient très souvent. Au niveau des besoins identifiés à l'époque, c'était surtout de ventiler, de se rendre compte qu'on n'était pas seul dans cette situation, que ça arrivait à d'autres personnes. Une question de venir légitimer les émotions aussi, de se dire: «Bon, ben, en fait, c'est correct de me sentir confrontée face à ces propos-là et puis de me sentir un petit peu, voilà, en désaccord». De briser son isolement en rencontrant d'autres personnes qui avaient des vécus similaires et d'obtenir des ressources complémentaires à celles qui étaient offertes dans les espaces individuels. Là, c'est vraiment une approche plus de groupe. Les sentiments identifiés, évidemment, frustration, colère, scepticisme, incompréhension, culpabilité, doute, indignation. C'est vraiment des émotions très négatives qui ressortaient dans ces espaces-là, mais on disait souvent qu'il fallait être capable de sortir le méchant avant de pouvoir rentrer dans une posture de soutien et d'accompagnement pour les personnes qui adhéraient aux théories du complot. Donc c'était un petit peu ce que visait ce groupe-là. Néanmoins, avec le temps qui passe, on s'est rendu compte que les besoins ont commencé à évoluer, puis que le groupe répondait de moins en moins aux besoins de la population face aux théories du complot. Oui. On se rendait compte que ça répondait de moins en moins, ou en tout cas qu'il y avait des besoins qu'on avait de la difficulté à les combler par rapport à l'adhésion aux théories de certains. En particulier, il y avait un contexte qui a évolué depuis 2020. Entre 2020 et aujourd'hui, 2025, on s'est rendu compte que le terme de complotisme n'était plus médiatisé de la même façon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2020-2021, on voyait le mot complotiste, complot partout dans les médias. Mon frère, il y avait le livre de David Morin, Mon frère est un complotiste. On voyait ces notions-là vraiment très précises dans les médias, puis on ne parlait plus que de ça, surtout en lien avec le vaccin, et la pandémie de la COVID-19. Aujourd'hui, si on prête un peu plus attention au discours médiatique, c'est un petit peu moins présent. C'est pas absent, mais il y a plus la même représentation. On n'en parle plus de la même façon, on n'utilise plus des termes aussi gros et c'est plus aussi omniprésent qu'en 2020. Déjà, rien que par rapport à ça, on avait de moins en moins de demandes. Les gens se sentaient de moins en moins touchés par cet enjeu. On a évidemment, rencontré des nouveaux enjeux d'actualité qui avaient des interprétations polarisées, hein. À l'époque, c'était comme on disait beaucoup plus la pandémie de la COVID-19 qui ressortait dans les groupes. Aujourd'hui, ça devient tout autre type d'enjeu, un petit peu comme les exemples qu'on a énumérés plus tôt. Une connotation assez négative qui était attribuée au terme théorie du complot. On se rendait compte qu'en fait, les personnes qui participaient au groupe de soutien, ils avaient tendance à déshumaniser leurs proches qui adhéraient à des théories du complot. Pour eux, c'était quelque chose de tellement négatif, tellement absurde, tellement abstrait qu'il y avait un peu cette brisure, cette distance qui s'installait, puis les proches étaient rendus incapables d'ouvrir le dialogue avec la personne qui adhérait aux théories du complot, à tel point ils ne les voyaient plus comme une personne, mais vraiment comme un adhérent, un complotiste. C'était tout ce qui les catégorisait. Finalement, il y avait quand même des besoins émotionnels, qui étaient persistants et qui n'étaient pas résolus par l'approche initiale du groupe de soutien. Je pense particulièrement à cette approche axée sur les mécanismes d'adhésion. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de la personne qui adhère aux théories du complot. Pourquoi elle y adhère? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut la sortir de là? Mais on parlait pas assez des proches eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Qu'est-ce qui se passe dans leur relation? Sur quoi ils ont du contrôle? Comment aller de l'avant? Donc, on s'est rendu compte que c'était un vrai besoin d'aller répondre à ça parce que parler de l'autre, dans une certaine mesure, arrivé à un moment donné, on atteint une limite. On n'a pas de contrôle sur ce que l'autre fait. On aura beau avoir toutes les meilleures intentions et toutes les meilleures pratiques du monde. Si la personne en face de soi n'est pas prête à engager justement le dialogue, ça nous menait à pas grand-chose. Et qu'on a décidé de transformer ce groupe de soutien pour une deuxième version, cette fois beaucoup plus axée donc sur le proche en lui-même et non pas sur la personne qui adhère aux théories du complot. L'objectif, c'était voilà, de pouvoir adresser la théorie du complot comme une causalité et non pas une finalité, ou une conséquence. On se rendait compte que beaucoup de personnes se disaient: «Bah, là, mon proche, il est rendu complotiste». Comme on disait, c'est tout ce que mon proche représente à ce moment-là. Sauf que la théorie du complot, notre équipe de recherche s'est rendu compte que ce n'est pas une finalité, c'est plutôt un vecteur vers soit des groupes idéologiques extrêmes, soit vers, par exemple, des comportements à caractère haineux, des actes à caractère haineux.
Donc on a commencé à traiter ça plutôt comme, voilà, une causalité. C'est un passage, un facteur qui va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus violent et beaucoup plus extrême. On s'est rendu compte qu'on avait parfois des méthodes de mobilisation qui pouvaient paraître intrusives, voire même confrontantes pour les proches, surtout au niveau de la mobilisation. Donc, comment aller chercher les gens, comment les appeler à faire partie du groupe de soutien. Pendant la pandémie, c'était facile. Les gens venaient à nous assez simplement, hein. Ils voyaient passer notre nom sur les réseaux. On entendait parler du complotisme partout dans les médias. Ils disaient, génial, c'est la ressource pour moi. Aujourd'hui, vu que c'est plus le cas, ben, les gens s'identifient moins, fait que c'est à nous de faire les démarches de dire: «Hey, sais-tu qu'est-ce que c'est une théorie du complot? C'est pas juste les théories sur les ovnis puis sur la terre plate, ça prend plus de formes que ça». Mais ça pouvait être un peu intrusif, ça pouvait les replacer dans cette situation de se dire: «Mais est-ce que je suis en train de trahir mon proche?» Ça me semble quand même extrême. On avait constaté des priorités et des niveaux d'engagement qui étaient variés au sein des participants et participantes. Comme je disais tout à l'heure, c'était un groupe ouvert en ligne, ce qui fait que les gens pouvaient rentrer, quitter, faire une séance au mois de juin, puis ensuite une séance au mois de novembre, sans vraie continuité. Donc on avait vraiment des niveaux d'engagement qui étaient très différents, des personnes qui n'étaient plus rendues au même stade et qui arrivaient dans le même groupe, mais c'est difficile de faire écho avec les réalités de chacun, chacune et d'avoir une forme d'harmonie et de continuité dans les espaces. Et enfin, on s'est dit, ben voilà, c'est important de renforcer le pouvoir d'agir individuel des personnes qui font appel à nos espaces, dans le sens où, encore une fois, parler de l'autre, c'est bien, mais il y a une limite. L'important, c'est de parler de soi, sur quoi j'ai du contrôle, qu'est-ce que je peux faire dans ma situation avec mes moyens, mes ressources, mais aussi avec ma place mentale. Fait que de nouvelles thématiques pour le groupe de soutien, elles se centraient sur faire le point sur sa situation, prendre du recul par rapport à sa situation. Hein, on a tendance d'être vraiment le nez en plein dedans parce que quand c'est des relations avec des personnes qui nous sont chères, ben, on a du mal justement à prendre de la distance avec tout ça. Mettre ses limites, quelque chose qui était très difficile, mais qui avait beaucoup écho pour de nombreuses personnes, c'est-à-dire de dire, ben, oui, c'est mon proche, oui, je tiens à cette personne, mais je n'ai pas l'obligation formelle de faire quelque chose. Si je dois mettre mes limites parce que je ne suis plus en mesure de parler de ce sujet ou d'essayer encore et encore d'engager le dialogue, c'est à moi de mettre un stop, de mettre un terme pour préserver la relation telle qu'elle est et ne pas l'empirer. Et enfin, lâcher prise, ou on appelait ça aussi faire le deuil de la relation, c'est-à-dire se rendre compte que, ben, malheureusement, si la personne en face de nous est en train de changer parce que ses interrogations prennent une place trop importante dans sa vie, ben, il faut apprendre à faire le deuil de cette relation. Les gens changent et c'est normal et c'est correct. Il faut être capable de l'accepter puis d'aller de l'avant. Fait que c'était un petit peu une nouvelle thématique pour le groupe de soutien. On s'est rendu compte que ça faisait beaucoup plus écho aux besoins des personnes, puis aussi ça venait diminuer un petit peu ce sentiment d'urgence de se dire: «Bon, mais complotiste, c'est un très gros terme». Là, on parlait plus des complotistes, on parlait de soi et ça a joué une grosse différence. Au niveau du portrait des participants, quelques changements, mais aussi quelques similarités. On était toujours sur une majorité de femmes. On a quand même remarqué une légère augmentation du nombre d'hommes qui faisaient appel, à nos services, donc c'était quand même intéressant à noter. Ce qu'on a remarqué, c'est que contrairement au passé où c'était beaucoup de gens qui nous appelaient un petit peu au compte-gouttes pour participer au groupe, là, cette fois, on se retrouvait davantage avec des anciens participants qui avaient pris le temps de suivre un, 2 ou 3 groupes et qui, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, se disaient: «OK, maintenant quoi? J'ai essayé, j'ai mis en place des stratégies, ça a plus ou moins bougé, j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'autre chose». On a constaté aussi des nouveaux participants, mais qui étaient de plus en plus incertains de la pertinence de leur présence dans le groupe. Encore une fois, par rapport à cette notion de théorie du complot et complotisme, ça leur paraissait de plus en plus éloigné. Puis quand on se mettait à parler justement des formes un peu plus contemporaines de complotisme, avec, comme on disait, voilà, le nouvel ordre mondial, les complots sur le contrôle juif, etc. Là, ils se disaient: «Oh, tiens donc, ça aussi, c'est une théorie du complot. Moi, je pensais que c'était juste les reptiliens, la terre plate, les ovnis». Beh, ça faisait un peu plus de sens et on a constaté que de plus en plus de proches éloignés faisaient appel à nos services. C'est-à-dire qu'avant, les proches qui nous appelaient, c'était souvent des proches directs, conjoints et conjointes, parents, oncles, tantes. Là, c'était souvent des personnes qui étaient éloignées, qui nous disaient: «Beh, c'est mon neveu éloigné, je le vois une fois de temps en temps au repas de Noël, puis ses parents, je suis pas sûre qu'ils vont faire quelque chose, mais moi je m'inquiète, puis moi ça me frustre quand on se voit, pendant les repas de famille ou pendant le temps des fêtes». De plus en plus, voilà, de personnes éloignées par rapport, aux proches en question.
Besoin identifié, encore une fois, prendre du recul sur l'évolution de sa situation, trouver de nouvelles stratégies pour engager le dialogue avec une personne qui adhère avec des théories du complot. Briser son isolement, c'était quelque chose de toujours très présent et recentrer sur les éléments qui sont sous son contrôle. Un autre point que j'ai oublié de rajouter à cette slide, il y avait ce besoin de venir partager son expérience et d'agir un petit peu, pas comme un expert de la situation, mais de pouvoir mettre à profit son expérience pour les futures personnes qui allaient rejoindre le groupe. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup évolué au sein du groupe. Les gens n'étaient plus tant là parce qu'ils avaient besoin de soutien, mais parce qu'ils disaient que ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes que je raconte mon histoire. Fait que là, on a encore une nouvelle évolution qui va s'en venir par rapport à ça. Enjeux et pistes de solutions par rapport à ces groupes de soutien. Ce qu'on s'est rendu compte au CPRMV dans un premier temps, c'était ce besoin crucial de venir vulgariser le concept de théorie du complot pour le rendre plus accessible, plus facile à identifier, surtout dans les dynamiques relationnelles. Pour nous, utiliser le terme théorie du complot à l'heure actuelle, ça joue à notre désavantage. On n'a pas encore trouvé de solution sur comment reformuler ces espaces-là pour que ça fasse écho. Mais c'est une vraie question qu'on se pose, puis je serais ravie d'entendre des suggestions si vous en avez. Mais voilà, on a besoin de venir vulgariser ça, le rendre plus accessible, que les gens comprennent un peu plus comment la théorie du complot trouve sa place dans les petites interactions du quotidien. On disait tout à l'heure que la définition du théorie du complot, c'est juste cette idée qu'il y a quelque chose de caché, malveillant, pour contrôler le monde. Et ça, on le retrouve dans plein de choses. Quand on parle de l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, de l'éducation, de l'accès à l'emploi, de l'immigration, on peut voir du complot absolument partout. Et c'est cette idée-là qu'il faut qu'on arrive à rendre accessible. Ensuite, l'importance d'allouer des ressources qui soient permanentes et adéquates à la conception et à la mobilisation pour de tels espaces. En toute franchise, le CPRMD, on a des ressources qui sont assez limitées. Moi, en l'occurrence, je suis conseillère en accompagnement communautaire, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui sont en parcours de radicalisation. Et en plus de ça, on portait ce projet-là en parallèle. Et je me suis vite rendu compte que c'est pas possible de faire les deux. Ça prend un investissement à temps plein, ça prend des ressources, des capacités en gestion de projet, de la mobilisation, de la communication, ce dont le CPRMD ne dispose pas à l'heure actuelle. Donc, on s'est rendu compte, voilà, c'est un besoin criant pour pouvoir mener à bien ce type d'initiative. Miser sur l'adaptabilité et de l'approche et des contenus. Voilà, on en est déjà à notre deuxième version de groupe de soutien et elle est appelée à changer encore et encore parce qu'on disait, il y a des besoins qui persistent, il y a des approches qui ne répondent pas à tout le monde au même moment. Donc, vraiment miser sur cette adaptabilité-là. Et enfin, établir des collaborations symbiotiques, joli mot, auprès du réseau communautaire. On s'est rendu compte que aller chercher les gens pour participer au groupe de soutien, c'est un petit peu intrusif. Par contre, quelque chose qui semble mieux fonctionner, c'est d'aller soutenir les instances communautaires et les groupes qui sont déjà existants pour donner des séances exceptionnelles sur le thème de l'adhésion aux théories du complot. Parce que ces groupes-là qui sont déjà existants, il y a déjà un lien, pardon, il y a déjà un lien de confiance entre les participants et avec les animateurs animatrices. Il y a déjà une forme de continuité des espaces. Ils sont déjà beaucoup mieux ancrés dans la communauté, soit montréalaise, soit partout dans le Québec. Donc ça, ce serait très certainement une approche à privilégier pour pouvoir développer des prochaines initiatives de soutien en lien avec la théorie du complot. On a mis la couverture du livre de David Moret. Mon frère est un complotiste. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, si ce n'est lu. C'est un livre qui a eu un très gros impact sur la participation au groupe de soutien, à la fois positif et à la fois négatif aussi. Beaucoup de personnes qui se sont identifiées dans les récits qui étaient contenus dans ce livre-là se sont dit, moi, je suis dans mon droit le plus total. Je suis la victime de cette adhésion en théorie du complot et de facto, je n'ai pas à remettre en question ma propre posture. C'est à l'autre de faire un effort. Ça me fait penser que ça fait le lien avec une étude toute récente de Martin Geoffroy, que je vous invite à aller consulter sur justement les groupes complotistes et anti-complotistes. Et nous, nos observations dans le groupe de soutien sont les mêmes que dans cette étude. Il y a beaucoup de personnes qui sont anti-complot, puis qui vont adopter des comportements et des mécanismes similaires aux personnes qui adhèrent en théorie du complot. C'est-à-dire,
La personne qui adhère aux théories du complot, c'est un mouton, il est endoctriné, il se rend pas compte, il est stupide. De la même façon que quelqu'un qui adhère aux théories du complot dirait de son proche: «Ah, ben tu fais pas tes recherches, tu es un mouton de la société». Au final, on adopte les mêmes mécanismes et les mêmes comportements et ça, c'est quelque chose qui a été très, très remarqué dans nos groupes de soutien. Ça fait le tour de la présentation, j'ai peut-être parlé un peu vite, super, fait que je vous remercie pour votre écoute.